Chaque ville a son côté sombre. Près de 50 ans se sont écoulés depuis que l'Oakland County Child Killer a assassiné 4 enfants et terrorisé toute une communauté. Il y a un tueur en série là-dehors qui n'a jamais reçu un nom que vous reconnaîtriez. Il n'y a pas de surnom accrocheur qui a fait la une des journaux nationaux et Netflix n'a pas réalisé de documentaire qui a résolu l'affaire. Ce qu'il a obtenu cependant, c'est un surnom donné par les enquêteurs qui ont passé des années à essayer de l'attraper. Ils l'ont appelé le babysitter. Et quand vous entendrez ce qu'il a fait à 4 enfants dans les banlieues de Detroit, vous comprendrez exactement pourquoi. C'est morbide. Il n'a pas simplement enlevé ses enfants. Il les a gardés, les a nourris, les a baignés et a lavé leurs vêtements. Et après cela, il les a tués et a abandonné leur corps dans des lieux publics comme s'ils rendaient quelque chose qui ne lui appartenait plus. Salut tout le monde et merci d'avoir suivi Everytown, où aujourd'hui nous traquons un tueur d'enfants qui n'a jamais été attrapé. Et comme vous le verrez, ce que les enquêteurs découvrent en essayant de le trouver est encore plus sombre que les meurtres eux-mêmes. Alors direction le Michigan pour plonger dans l'histoire de l'Oakland County Child Killer. Il existe une peur particulière qui s'empare d'un endroit lorsque des enfants commencent à disparaître. Au début, il y a le déni, les gens se disent qu'il doit y avoir une explication logique. Un malentendu, une fugue, quelque chose qui a du sens. Et donc la peur ne frappe pas tout le monde en même temps. Elle s'insinue lentement. Le temps que les gens acceptent enfin ce à quoi ils ont vraiment affaire, elle est déjà partout. Dans la façon dont ils parlent au dîner, dans la façon dont ils regardent avec les inconnus sur les parkings. Les murs commencent à se refermer, tandis qu'ils se demandent qui sera le prochain. Oakland County, Michigan, 1976. C'était une zone de banlieue juste au nord de Detroit. À l'époque, ces quartiers avaient un rythme particulier différent d'aujourd'hui. Il y avait des enfants qui marchaient seuls jusqu'au magasin du coin, qui faisaient du vélo jusqu'à la maison d'un ami à l'autre bout de la ville ou qui s'arrêtaient à la pharmacie sur le chemin du retour juste parce qu'ils en avaient envie. Et les parents n'étaient nulle part, ils ne surveillaient certainement pas le moindre de leurs mouvements. Pourquoi l'auraient-ils fait? Tout allait bien. C'était le genre d'endroit où vous laissiez votre enfant de 12 ans marcher 4 pâtés de maison pour rentrer seul. Personne n'y pensait à 2 fois. C'était juste la vie ici. Puis un jour, un petit garçon n'est pas rentré. Il s'appelait Mark Stebbins, 12 ans. L'après-midi du 15 février 1976, il était à l'American Legion Hall à Ferndale. Non pas parce qu'il y était allé seul, mais parce que c'est là que sa mère travaillait. Elle était derrière le bar et Mark traînait pendant qu'elle finissait son service, comme le font les enfants quand ils n'ont nulle part où aller. Il s'est ennuyé et a demandé de l'argent à sa mère pour aller au magasin de loisirs un peu plus loin. Elle a refusé car il avait déjà son argent de poche. Il a ensuite demandé s'il pouvait simplement rentrer à la maison, regarder la télévision. Ce n'était qu'à 3/4 de mile. Il l'avait fait des centaines de fois auparavant, alors elle a accepté. Mark n'est jamais rentré chez lui. Sa mère a appelé la police ce soir-là en rentrant et en ne le voyant nulle part. Et ensuite, elle a attendu. Elle a continué à mettre son couvert à table pendant les jours suivants, au cas où. Elle gardait espoir qu'à tout moment elle entendrait la porte s'ouvrir et qu'il serait là. N'importe quelle mère aurait probablement fait la même chose. Et pendant 4 jours, elle a espéré. Le 4e jour, la police a retrouvé le corps de Mark sur le parking d'un immeuble de bureau à Southfield, à 2 miles et demi de chez lui. Il portait encore les mêmes vêtements. Ses poignets et ses chevilles portaient des marques de ligature. Il avait été attaché étranglé et avait été agressé sexuellement. Pas un jour ne passe sans que je me demande et que je m'inquiète. Les pourquoi et les comment, combien de temps il était mort avant que son corps soit retrouvé. Cela signifiait qu'il avait été retenu quelque part pendant 4 jours avant d'être tué. Cette dernière partie est importante, souvenez-vous-en, car elle deviendra de plus en plus significative au fil de cette histoire. Pendant un temps, Oakland County a traité la mort de Mark comme une tragédie. Un crime horrible, dévastateur pour sa famille et tous ceux qu'il connaissait, mais toujours un événement isolé. Presque 1 an s'était écoulé sans qu'il ne se passe rien d'autre, ce qui était logique. Les gens n'oublieraient jamais ce qui s'était passé, mais en même temps, ils étaient impatients de revenir à la vie d'avant. C'est ce qu'ils ont fait. La vie a essayé de reprendre son cours normal, et il n'y avait vraiment aucun moyen de savoir encore que la personne responsable était déjà là-dehors quelque part dans ces mêmes banlieues calmes, observant les mêmes rues et attendant. Mais c'est exactement ce qui se passait. Et le 22 décembre 1976, 4 jours avant Noël, il a revendiqué sa prochaine victime. Jill Robinson de Royal Oak avait également 12 ans. Ce soir-là, elle et sa mère se sont disputées pour quelque chose de stupide avec le recul, ce qui a déclenché une chaîne d'événements dévastateurs et irréversibles. Jill avait été nommée et demandé de faire des biscuits pour le dîner et avait refusé.
Sa mère, frustrée et voulant lui inculquer un peu de respect, lui a dit de partir et de revenir quand elle serait prête à faire partie de la famille. Jill, toujours défiante, est allée plus loin. Elle est allée dans sa chambre, a fait un sac avec des vêtements et une couverture et est partie à vélo. Le lendemain matin, son vélo a été retrouvé abandonné derrière un magasin de loisirs sur Woodward Avenue. Son père a appelé la police à 23h30 quand elle n'était toujours pas rentrée. Le réveillon de Noël est passé. Noël est passé. Et le lendemain de Noël, le 26 décembre, un automobiliste sur l'Interstate 75 à Troy a repéré quelque chose sur le bord de la route. C'était Jill. Son corps a été retrouvé à Troy. Elle était morte d'un coup de fusil de chasse à la tête. Son corps avait été laissé bien en vue visible directement depuis l'autoroute à l'intérieur même d'une station de police en fait. Elle portait encore son sac à dos, ses vêtements étaient propres et intacts, et elle avait été tirée en plein visage avec un fusil de chasse calibre 12. Mais voici la partie vraiment troublante, l'autopsie a montré qu'elle avait été nourrie et prise en charge pendant au moins 3 jours avant d'être tuée. Celui qui avait enlevé Jill Robinson l'avait gardée en vie, quelque part l'avait nourrie, lui avait probablement dit qu'il la laisserait partir si elle coopérait. Et puis ils l'ont abattue et ont abandonné son corps là où il serait trouvé, comme un cadeau rendu après les fêtes. Ce n'est pas un crime impulsif, c'est autre chose. Et à partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. Au début du mois de janvier 1977, Christine Mialic, 10 ans, a quitté sa maison à Berkeley pour marcher jusqu'à un 7-Eleven sur 12 Mile Road. Elle voulait un exemplaire du magazine Teen Beat. Sa mère Deborah avait d'abord refusé parce que 12 miles était une route fréquentée et que Christine devrait la traverser seule. Mais la petite fille a insisté et sa mère a fini par céder. Après tout, ce n'était qu'à 2 pâtés de maison et c'était en plein jour. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Christine n'est jamais revenue de ce magasin. Pendant 19 jours, sa famille a attendu. Deborah est passée à la télévision à plusieurs reprises, suppliant quiconque avait des informations de se manifester. Ses petits frères demandaient sans cesse quand leur sœur rentrerait. Des pistes sont arrivées, des recherches ont été menées. Tout ce temps, les gens parlaient de la fille de Royal Oak et de ce qui lui était arrivé. Puis un matin, un facteur faisant sa tournée à environ 8 miles du 7-Eleven a remarqué quelque chose qui dépassait de la neige sur une route sans issue à Franklin Village. C'était une petite main, celle de Christine. Ses genoux étaient repliés, ses yeux fermés et son corps était propre. Elle était entièrement habillée. Elle avait presque l'air paisible. Oakland County est devenu inquiet, craignant qu'un horrible schéma ne se dessine. Les pires craintes des habitants semblaient se réaliser lorsque Christine Mialic, 10 ans, n'est pas rentrée d'un trajet de 3 pâtés de maison jusqu'à un magasin. Moins de 2 semaines plus tard, elle aussi a été retrouvée morte cette fois à Franklin Village. L'autopsie a révélé qu'elle avait été étouffée moins de 24 heures avant d'être découverte alors qu'elle avait disparu depuis près de 3 semaines. Elle avait donc été gardée en vie et prise en charge tout ce temps plus longtemps que les autres enfants. Le tueur devenait plus confiant. Après Christine, tout a changé. La police de 13 communautés s'est regroupée sous l'égide de la Michigan State Police et a formé une task force dédiée. Car à ce stade, il n'y avait plus aucun doute, ils recherchaient un tueur en série qui s'en prenait aux enfants. Le public a été averti, les parents gardaient les enfants à l'intérieur. Les écoles envoyaient des lettres à la maison. Les banlieues, qui avaient toujours semblé sûres, ont cessé de l'être presque du jour au lendemain. Et pourtant, personne ne l'a vu venir à nouveau. Note. La partie sponsor ZocDoc a été traduite de manière fluide, tout en conservant son esprit publicitaire. Le 16 mars 1977. Timothy King, 11 ans de Birmingham, est sorti pour aller à la pharmacie locale. Ce n'était qu'à quelques pâtés de maison, alors il est monté sur son skateboard et est allé au magasin. Le vendeur se souvient qu'il a acheté des bonbons, puis est parti. Ce fut le dernier moment normal de sa vie. 6 jours plus tard, le 22 mars, cela s'est reproduit. La victime cette fois, Timothy King, 11 ans de Birmingham. Dernière fois vu dans un magasin à 3 pâtés de maison de chez lui, retrouvé quelques semaines plus tard sur le bord d'une route sombre à Livonia. Les 4 victimes n'ont jamais été abandonnées près de l'endroit où elles avaient été enlevées, mais jamais non plus trop loin. Toujours dans le même corridor général, toujours dans des lieux publics et toujours disposés de manière soignée. Timothy avait été agressé sexuellement et étouffé environ 6 heures avant d'être retrouvé. Comme les autres, il avait été nettoyé et soigné. Ses vêtements avaient été lavés et les résultats de l'autopsie ont montré qu'il avait mangé du Kentucky Fried Chicken peu de temps avant sa mort. Quelqu'un lui avait donné un dernier repas, un repas précis d'un restaurant précis quelques heures seulement avant de le tuer. 4 enfants, tous âgés de 10 à 12 ans, tous enlevés,
lors de moments ordinaires, un trajet à pied pour rentrer une balade à vélo, un aller au magasin du coin. Tous retenus captifs pendant des jours, parfois des semaines. Tous nourris, baignés avec leurs vêtements lavés. Tous abandonnés dans des lieux publics où ils seraient rapidement trouvés disposés avec soin, comme si quelqu'un voulait qu'ils soient découverts. C'était presque comme s'il y avait une forme d'émotion envers les victimes et qu'on ne voulait pas qu'ils soient maltraités dans la mort. Les garçons avaient été agressés sexuellement, les filles non. 2 ont été étranglés, un étouffé et un abattu. Le tableau médico-légal qui en ressortait n'était pas celui de quelqu'un agissant sous le coup de la rage ou d'une impulsion, mais plutôt d'un contrôle délibéré, patient et terrifiant. Tout ce que cette personne faisait avec ses enfants pendant les jours et semaines où ils étaient retenus n'était pas aléatoire. Chaque partie était planifiée. Ce qui a suivi est devenu la plus grande enquête pour meurtre de l'histoire des États-Unis à cette époque. Plus de 18 000 pistes ont été reçues, étaient toutes vérifiées. Des portraits de robots ont été diffusés hommes blancs entre 25 et 35 ans, teinte mate, cheveux hirsutes et favoris. Une AMC Gremlin bleue avait été repérée près de l'enlèvement de Tim King. Les enquêteurs ont retrouvé et interrogé tous les propriétaires enregistrés de Gremlin dans le comté d'Oakland. Le profil qui en est ressorti était celui de quelqu'un ayant une grande liberté de mouvement, semblant digne de confiance aux yeux des enfants et capable de retenir un enfant captif pendant des jours sans que le moindre voisin ne remarque rien. Mais rien de tout cela n'a mené nulle part. La Task Force a été dissoute en décembre 1978 et l'affaire est passée à la police d'État. Et 4 familles ont dû porter des questions qui n'ont jamais reçu de réponse et qui très probablement n'en recevront jamais, car l'Oakland County Child Killer n'a jamais été attrapé. Et c'est ici que l'histoire prend d'un tout autre tournant. Parce que sans personne de définitivement arrêtée, les gens se sont mis à spéculer. Et il s'est passé des choses étranges dans les jours qui ont suivi les meurtres, ce qui n'a fait que compliquer davantage les choses. Quelques semaines après la découverte du corps de Tim King, un psychiatre de la Task Force a reçu une lettre anonyme. Elle était écrite à la main remplie de fautes d'orthographe et signée simplement « Allen ». Allen prétendait être l'esclave sadomasochiste d'un homme nommé Frank et suggérait que Frank était le tueur. Il écrivait qu'ils avaient tous deux servi au Vietnam, que Frank était revenu profondément traumatisé et que les meurtres dans le riche Oakland County étaient sa façon de se venger des gens qu'il tenait pour responsables de l'avoir envoyé mourir en Asie du Sud-Est pour rien. Allen disait même qu'il avait été présent lors des enlèvements. Il disait qu'il perdait la tête et proposait quelque chose de remarquable, des preuves photographiques en échange de l'immunité. Il avait une condition, si le psychiatre voulait organiser une rencontre, il devait publier un message codé spécifique dans le Detroit Free Press. Le psychiatre a publié le code à organiser la rencontre et s'est rendu au bar. Allen n'est jamais venu. Cette lettre n'a jamais été pleinement expliquée. Au fil des décennies, les enquêteurs n'ont pu exclure aucune possibilité. Mais les pistes qui ont eu le plus de retentissement ne pointaient pas vers un individu isolé et perturbé. Elles pointaient vers quelque chose de bien plus organisé et bien plus sinistre. Plus au nord du comté d'Oakland, sur North Fox Island, dans le lac Michigan, un homme d'affaires riche nommé Francis Sheldon dirigeait ce qu'il appelait le Brother Paul's Nature Center. Cet endroit était présenté comme une expérience en plein air saine pour les jeunes garçons. En réalité, c'était essentiellement ce dont l'île d'Epstein est accusée, sauf que c'était bien avant et que cela concernait uniquement des jeunes garçons. Un homme venait sur l'île pour photographier et faire d'autres choses avec ses enfants. Des photographies exactement comme Allen l'avait mentionné dans sa lettre. La pleine étendue des victimes n'a jamais été établie publiquement, mais cet endroit a fonctionné pendant 2 étés entre 1975 et 1976, avant que la pression ne s'intensifie en 1977 dans le cadre de l'affaire de l'Oakland County Child Killer. Un ancien professeur de gym nommé Gerald Richards est la seule personne jamais inculpée en lien avec ce qui s'est passé sur cette île. Francis Sheldon a quitté le pays avant de pouvoir être poursuivi. La connexion entre cette île du nord du Michigan et les 4 enfants assassinés dans les banlieues de Detroit passe par un homme nommé Christopher Bush. Chris Bush avait 26 ans en 1977. Son père Harold Lee Bush était un cadre supérieur chez GM. Chris avait déjà été condamné pour des agressions sur enfants, 4 accusations distinctes et pourtant n'avait jamais passé une seule nuit en prison. Selon la journaliste Marnie Keenan, qui a enquêté pendant 26 ans sur cette affaire pour le Detroit News, le père payait un avocat pour organiser des accords de plaider coupable à chaque fois. Chris obtenait toujours une probation. Il était par ailleurs très ami avec Francis Sheldon et son nom apparaissait dans les registres de clients
lié à l'opération de l'île. Fin janvier 1977, alors que Christine Mialik était toujours disparue et que Timothy King était encore en vie. Chris Bush a été interrogé en lien avec les meurtres d'Oakland County. Il a passé un détecteur de mensonges et a été relâché. Quelques semaines plus tard, Timothy King disparaissait. Sous interrogatoire, son ami Greg Green a déclaré que Chris avait personnellement assassiné Mark Stebbins, la première victime. Pourtant, rien ne s'est passé. Personne n'a été inculpé. Chris est reparti libre. En novembre 1978. Chris Bush a été retrouvé mort dans sa chambre d'une balle dans la tête. Dans la pièce, on a trouvé des ligatures tachées de sang et punaisées au mur, un dessin au crayon d'un garçon en train de crier. Le frère de Mark Stebbins a regardé ce dessin et a dit qu'il ressemblait exactement à son frère. Les familles des victimes n'ont même jamais été informées de tout cela. Quand elles l'ont finalement appris des décennies plus tard, les questions ont fusé. Pourquoi cela n'avait-il pas été traité comme significatif à l'époque? Pourquoi les familles n'avaient-elles pas été informées? Pourquoi tant de preuves liées à Bush semblaient-elles avoir disparu? Quand les enquêteurs ont finalement cherché ces cordes tachées de sang, elles avaient disparu. Elles avaient été enregistrées dans un casier à preuves, puis n'ont plus jamais été vues. En 2012, des tests ADN ont officiellement innocenté Bush en tant que tueur. Son ADN ne correspondait pas aux preuves retrouvées sur les victimes. Mais cela laisse encore beaucoup de questions sur ce qu'il savait ses connexions et s'il était impliqué d'une manière ou d'une autre. D'autres noms reviennent régulièrement comme Arch Sloan, qui ciblait des jeunes garçons dans son quartier. Des cheveux retrouvés dans sa Pontiac Bonneville de 1966 correspondent par ADN mitochondrial à des cheveux trouvés sur 2 des victimes. Sloan a échoué à des tests au détecteur de mensonges concernant l'affaire, mais n'a jamais été inculpé pour les meurtres. Quand on assemble tout cela, Bush Sloan Green, l'opération de North Fox Island, la lettre d'Allen, les cordes tachées de sang qui ont disparu le dessin sur le mur, on n'a plus le profil d'un prédateur solitaire, mais plutôt celui d'un réseau. Un groupe d'hommes connectés par des crimes partagés contre des enfants par la géographie et par une culture d'abus qui opérait dans le Michigan depuis des années. Et quelque part au sein de ce réseau, 4 enfants ont été tués. 50 ans plus tard, la Michigan State Police confirme que l'affaire est toujours ouverte. De nouvelles pistes arrivent encore et les preuves sont réévaluées grâce aux avancées technologiques. Mais les familles des victimes disent que la MSP ne les a pas contactés de manière significative depuis des années. L'ADN aurait dû résoudre cette affaire à l'heure actuelle. La technologie existe, les preuves aussi. Le cas reste ouvert. Si vous savez quoi que ce soit, la Michigan State Police peut être contactée au 1-855-MICHTIP. C'est tout pour cet épisode d'Everytown. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à découvrir les autres histoires folles que nous vous réservons. Et revenez la semaine prochaine pour un nouvel épisode rempli d'histoires effrayantes, étranges et mystérieuses, parce qu'on ne sait jamais peut-être que votre ville sera la prochaine. Votre ville sera la prochaine.